Ouais. Je ne suis pas décidée, j'ai encore pas fait mon choix pour la tenue du réveillon de la Saint-Sylvestre. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le choix est bel et bien fait pour replonger dans la rétrospective du printemps de cette année. Nous voici au mois de mai. Alors imaginez les enfants qui visitaient l'Orange Vélodrome à Marseille, le fort Saint-Nicolas qui ouvrait ses portes, et puis les amateurs et les fans de Marcel Pagnol qui pouvaient repartir sur ses traces, sans compter les applaudissements qui avaient fusé sous le dôme pour le concert de Patrick, évidemment Patrick Bruel. Plus sérieusement, c'était la mobilisation du côté des gardiens à la prison de Luynes. On prenait également la mesure du futur chantier de réhabilitation de la rue d'Aubagne. Et tout de suite, on commence par la manif, celle des pharmaciens. Ils étaient en colère et ils l'ont montré à ce moment-là. Rétro, c'est parti. Les manifestants s'inquiètent de la mise en danger du modèle des pharmacies françaises tel qu'on le connaît. Une réforme sur la vente des médicaments en ligne est pointée du doigt. Patrick Raymond, président de l'USPO 13. On a une corrélation directe entre le nombre de pharmacies présentes sur un territoire et la croissance de la vente en ligne. Ce qui donc se traduit par après des déserts pharmaceutiques à des kilomètres à la ronde. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour ce pays qui était cité en exemple pour son réseau? Un médicament, ce n'est pas une paire de chaussettes qu'on commande sur Internet. Voilà. Donc il y a un réel danger. Dans beaucoup de pays d'Europe, les patients prennent les médicaments n'importe comment. En France, les choses sont bien faites. Il n'y a pas de logique à toucher ce système. Ce contexte mobilise aussi les étudiants en pharmacie inquiets pour leur avenir. Plus ça va, plus il y a de ruptures de médicaments, moins on a de temps pour les patients, on perd beaucoup de temps à gérer les ruptures de médicaments, plus qu'à s'occuper des patients. C'est des études qui durent 6 ans, plus après derrière un doctorat, donc avec une thèse. Et si c'est au final pour être dirigé par des grands groupes financiers, etc., et ne pas pouvoir avoir nos propres pharmacies avec nos façons à nous de gérer la pharmacie et notre vision de la santé à nous qu'on nous inculque, c'est une profession qui se veut libérale et on ne veut pas dépendre d'actionnaires. Selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, 1000 personnes ont manifesté à Marseille. Pour se recueillir, les familles devaient faire face au vide, le seul vestige restant étant un simple bout de mur. Linda attend l'inauguration avec impatience. Il s'agit de la cousine de shérif, décédée à l'âge de 36 ans. Je sentais trop encore ce jour-là présent, cette lourdeur, ce trou. J'avais encore les images des tonnes de gravats qu'il y avait devant nous. Enfin voilà, c'était pas facile. On gardera, oui, ce souvenir pour ne pas oublier avec malheureusement ce petit bout de mur qui nous reste. Il est très cher à nos yeux, oui. Le chantier va démarrer au printemps 2025 et devrait se terminer à l'automne. Sophie Camard, maire de secteur et responsable du projet, tient à respecter les délais. C'est toujours en haut de la pile ce dossier, donc le jour où le permis de construire sera déposé, j'espère qu'il ne traînera pas, le jour où il faudra choisir les entreprises, voilà. Vous avez vu à quel point on est bien accompagné maintenant avec la société publique d'intérêt national. Moi je me dis sans eux, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire tellement il y a de contraintes techniques. C'est quand même un pool d'experts qui a toujours tenu ses calendriers. Faire coïncider le 5 novembre 2025 avec une inauguration, ce serait bien. Donc on va tout faire pour. Mais l'essentiel c'est d'avoir franchi un cap collectif et puis que chacun se dise ça y est, on va remettre la vie ici. Les travaux, qui dureront donc plusieurs mois, auront une dimension pédagogique. Des temps d'écoute et d'échange sont déjà prévus avec les riverains. J'espère que vous non plus, et je suis sûr qu'il y a plein de motivés pour rien lâcher. Dès 6h du matin, des dizaines d'agents pénitentiaires se sont retrouvés devant la maison d'arrêt de Luynes pour poursuivre la mobilisation. Le rapport de conclusion de la réunion entre l'intersyndicale et le ministre de la Justice n'a pas l'air de satisfaire les employés de ce pénitencier. Conséquence, la prison tourne au ralenti et c'est le service minimum qui est assuré. Aujourd'hui, on attendait des décisions concrètes et on voit encore qu'aujourd'hui, on nous donne des décisions au rabais, on nous donne toujours des miettes et aujourd'hui, les agents, ils en ont marre. Ils en ont marre de travailler dans l'insécurité, ils en ont marre de travailler avec des moyens qui sont, je vais dire clairement, nuls
Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas travailler correctement aujourd'hui avec tout ce qu'on a. On demande réellement des avancées qui puissent nous faire travailler correctement. Des mesures concrètes sont attendues par les syndicats, surtout que le mal dure depuis des années, faute d'avoir déjà donné l'alerte à plusieurs reprises, selon Amélie Cordier, représentante du syndicat l'UFAP Justice. La prison, elle change depuis des années. Ça fait des années qu'on alerte que la violence que vous voyez à l'extérieur, à longueur de temps, sur les chaînes d'information, se retrouve aujourd'hui à l'intérieur. Nos moyens sont identiques. On n'a pas la possibilité de se défendre et de riposter face aux attaques qu'on subit quotidiennement. On demande simplement des moyens financiers et des moyens matériels. On ne demande pas la lune, on demande juste de pouvoir travailler en sécurité, en ayant des véhicules, en ayant des armes adaptées, en ayant une possibilité de faire notre travail correctement. Le mouvement se poursuivra le temps qu'il faudra pour que la voix des agents pénitentiaires soit entendue par le gouvernement. Toucher les jeunes et leur donner les clés pour un monde digital plus sûr, voici une des volontés de l'opérateur Orange, car le cyberharcèlement touche de plus en plus d'enfants et parfois très tôt. Nicolas Drouillet, directeur d'Orange Grand Sud-Est. Le cyberharcèlement, ça concerne potentiellement, malheureusement, un grand nombre de jeunes. En tout cas, la vigilance vis-à-vis du monde numérique concerne tous les jeunes. Et pas que les jeunes d'ailleurs, ça peut concerner aussi les parents. mais c'est des sujets évidemment qui sont de plus en plus présents dans le quotidien. Pour cela, un atelier de sensibilisation ludique et sportif face au cyberharcèlement a été mis en place. Vincent le co-anime. Oui, le sport, c'est un très bon vecteur pour transmettre des idées claires. Il faut que ça soit percutant parce que c'est une situation qui devient très critique chez nous, je pense. Et on a besoin que les jeunes prennent conscience de ce phénomène qui prend une ampleur énorme. Une mise en situation ludique qui semble avoir été bénéfique. Là, on fait un jeu où il y a des harceleurs, des complices et des internautes. Et en gros, le but, c'est il y a des complices qui essayent de tirer sur les harceleurs. Et nous, notre but, c'est de rendre aux complices les balles pour qui tirent dessus les harceleurs. Qu'est-ce que tu en retiens du coup là, de ce que tu as appris là ? Que le cyberharcèlement n'a pas sa place. À la fin de l'après-midi, les 300 jeunes ont pu répondre à un petit quiz pour valider les apprentissages de cette initiative. Je n'aurai jamais assez de mots pour te remercier. Difficile de ne pas se laisser submerger par l'émotion. Comme les 6 autres volontaires du service civique, Mathilde, 18 ans, prend la parole pour conclure 9 mois de haute intensité. Ouais, forcément que ça m'a apporté plein de choses et que je ressors grandi. Déjà, je me suis sociabilisée et plus ouverte aux autres. Donc j'ai moins de difficultés à aller vers les gens qu'avant. Après, je pense que c'est un tout, ça apporte plein de choses sans forcément s'en rendre compte. Et c'est à la fin, quand ce sera fini, que je pense que je me rendrai vraiment compte de ce que ça m'a apporté. Mais je sais que ça m'a apporté beaucoup. Les uns après les autres, tous prennent le temps de remercier leur coordinatrice dans cette aventure de vie. Claudie Geoffroy en est à sa 8e année de service civique. J'essaye de leur apporter le petit plus, le décryptage des codes sociaux, tout ce qu'on leur apprend pas à l'école, tout ce qui fait partie du travail dans la vie de tous les jours et qui sera peut-être pas forcément appris ailleurs, quoi. Un apprentissage qui passe par la construction de différents projets tout au long de l'année, avec par exemple des personnes porteuses de handicap ou des personnes âgées. On a fait le projet intergénérationnel. Donc chaque mamie avait un volontaire. Et on a fait des petites scénettes, de la danse, pour montrer que malgré la différence de génération, il y a toujours cette tendresse, ce truc entre nous. 9 mois à collaborer avec différents publics pour développer leurs capacités. Un travail que la municipalité sait très enrichissant pour les jeunes. Ah oui, je viens de leur dire, c'est un véritable accélérateur de maturité. Ils apprennent énormément sur eux, ils grandissent vite et dans le bon sens. Et on ne peut être que fiers de ces jeunes-là, de leur travail accompli. Reprise d'études ou insertion professionnelle, le futur des jeunes volontaires est désormais entre leurs mains, après des au revoir forcément douloureux. C'est toujours un peu compliqué, mais voilà, la porte de la Maison du Citoyen est toujours ouverte et puis ils reviennent. Donc non, c'est un peu une grande famille du service civique, quoi.
Le lycée Pierre Mendès France à Vitrolles et la filière hélicoptère en région sud s'associent afin de proposer aux jeunes élèves 2 nouveaux modèles d'hélicoptères destinés à leur formation. L'aéronautique est représentée par près de 250 entreprises dans le sud et ce n'est qu'un début. L'industrie reste localisée en France, qu'elle reste attachée à un territoire comme le nôtre. Nous, acteurs politiques, moi, maire de Vitrolles, j'ai ma part à faire pour que cette activité elle s'ancre sur le territoire, pour que les jeunes du territoire aient envie de suivre des formations dans le domaine de l'aéronautique et quand ils les suivent, qu'ils soient le mieux accueillis possible avec le meilleur matériel possible pour leur garantir un débouché d'emploi et la meilleure formation possible. Le secteur de l'aéronautique a recruté 30 000 personnes l'année dernière et compte bien recommencer cette année. Il y a des débouchés à tous les niveaux de qualification, que ce soit au niveau donc, des bacs professionnels, que ce soit au niveau des BTS ou même au niveau donc, de l'ingénierie. Les débouchés vont être énormes, ils sont importants actuellement. On a de forts recrutements sur toutes les entreprises donc, du secteur aéronautique, que ce soit Airbus Hélicoptère ou les différents sous-traitants qui travaillent pour eux. Et ce n'est pas un secteur réservé aux hommes? Surtout pas. Les entreprises recherchent beaucoup donc, de femmes parce que dans l'approche qu'elles peuvent avoir donc, au niveau donc, de ces métiers, que ce soit au niveau de l'électronique, de l'électricité, de la mécanique ou même de la conception, les femmes ont souvent donc, un souci donc, de précision et de bien faire que certains hommes n'ont pas. Donc il ne faut surtout pas que les femmes se censurent par rapport au métier donc, de l'industrie. En fait, chaque année, il y a un concours pour les meilleurs apprentis de France dans tous les domaines. Et moi, j'ai participé à celui de la peinture aéronautique. Et pour le moment, j'ai été médaillée d'or régionale et départementale et qualifiée pour nationale. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux filles qui hésiteraient à se lancer dans l'aéronautique? Il ne faut pas avoir peur. Par contre, il faut se montrer au même niveau. Il ne faut pas se sentir inférieur parce que sinon... c'est une catastrophe. La filière Hélico Sud estime qu'un programme d'investissement de près d'1 milliard d'euros d'ici 2030 est nécessaire à l'implantation pérenne du secteur dans notre région. L'hypertension, c'est le sang qui circule dans vos artères avec trop de pression, ce qui finit par les fragiliser et déboucher sur rien moins que des infarctus, des AVC, des insuffisances rénales, voire même Alzheimer. Si l'hypertension est détectée à temps, adopter une meilleure hygiène de vie peut vous éviter le traitement médicamenteux. On aura beau prendre tous les médicaments de la Terre contre l'hypertension, si on ne fait pas attention à son hygiène de vie, ces médicaments-là ne seront pas efficaces ou en tout cas pas de façon optimale. Donc dans un premier temps, si les chiffres sont un petit peu hauts mais pas non plus explosifs, on met en place ce qu'on appelle des règles hygiéno-diététiques. On a une partie sur l'activité physique régulière qu'il faudrait faire quotidiennement, au moins 30 minutes de marche par jour et ensuite il faut faire très attention à l'alimentation. On fait attention au sel. Le sel, ce n'est pas juste la salière qu'on a sur la table, c'est surtout le sel caché. On pourrait citer la charcuterie, le fromage, les olives. Et ça, si on ne le sait pas, si on ne prend pas le temps de nous le dire, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui, notamment avec notre stand de diététicienne. Et justement, Fuchsia passait par là pour faire ses courses quand elle a aperçu le stand. J'ai dit tiens, pourquoi pas, ça fait longtemps que je ne me suis pas fait prendre de l'attention. J'y allais. Et donc là, sur place, c'était sympa parce qu'on a pu rencontrer des diététiciens, des cardiologues, et donc des infirmières et on a pu faire le point, de parler un peu de tout parce que des fois on croque bien manger et puis en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de sel caché et donc au niveau information c'est le top. Le moyen fiable de détection, c'est la prise de votre tension par un médecin ou un pharmacien. C'est lorsqu'elle dépasse régulièrement 14,9 que vous êtes potentiellement sujet à risque. Coudre, modeler, peindre, les intervenants font découvrir leur savoir-faire, tentent de transmettre des vocations et de casser quelques clichés. Les métiers manuels sont toujours un petit peu dévalorisés, c'est vrai. Mais regardez ce qu'on peut faire. On a quand même une certaine valeur. Voilà. On obtient un objet qu'on a créé avec nos mains. Ça implique quand même avoir des connaissances quand même un peu intellectuelles. On s'intéresse malgré tout à l'histoire et aux gestes qui ont été faits. Les longues études sont encore perçues comme un gage de sécurité pour l'emploi. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, les métiers manuels pourraient tirer leur épingle du jeu. Et là, je lisais il n'y a pas longtemps un papier sur les traducteurs qui ne sont pas des traducteurs littéraires, mais qui vont traduire des documents, par exemple, et bien qui sanglotent parce que maintenant, les éditeurs leur disent on fait faire ça par l'IA, puis toi tu vas relire derrière.
Donc il y a des métiers comme ça qui étaient super valorisés avant et qui sont en train de tomber, et tandis que le plombier et le chaudronnier, ils ne risquent rien. Ces métiers-là, justement, si vous prenez le métier de chaudronnier ou le métier de soudeur, vous êtes chaudronnier-soudeur, les boîtes se battent pour vous embaucher, vous avez un super salaire, vous avez un CDI, alors que vous faites des études longues. Moi je peux vous dire, j'ai travaillé dans l'édition, vous avez bac plus je ne sais pas combien et vous vous retrouvez avec un SMIC souvent. Donc il y a une espèce d'absurdité, on se fait une image comme ça de ces métiers manuels qui remonte à Mathusalem. Le Festival des vocations pourrait faire son retour au Mucem dès l'année prochaine. C'est ici que 6 hectares sont dédiés tout le week-end à promouvoir l'agriculture de notre région. Ici, les producteurs peuvent présenter leurs produits et les exporter. C'est le cas d'Agnès, membre de l'association des producteurs de Berlétan. Alors c'est surtout un coup de boost pour nos agriculteurs et pour notre terroir. Ça nous permet de présenter ce qu'on fait sur Berlétan, de présenter notre agriculture, de faire goûter nos produits et de dire aux gens que consommer berrois, c'est très bien. Mais cette exposition ne se contente pas de mettre en avant les producteurs, elle veut par le biais d'animations informer les visiteurs sur l'agriculture. On écoute le maire de Salon de Provence, Nicolas Isnard. C'est un salon qui effectivement est un salon pour tous, de 3 à 77 ans voire plus. On peut venir déambuler dans ces allées. Pour les tout petits, il y a plein d'animations, ludiques, de jeux, de découvertes, pour découvrir ce qu'est l'agriculture dans sa réalité. Pour les adultes, il y a des lieux de consommation, il y a des lieux d'achat de produits locaux, de découverte aussi, de production. Une ambiance chaleureuse qui se ressent jusque dans les stands pour Sophie, éleveuse chez les sangliers de Provence. Elle a fait toutes les éditions de ce salon depuis sa création. Oui, on vient depuis 7 ans, depuis la création de ce salon, et j'avoue que c'est hyper sympa parce qu'on retrouve tous les copains et on se sent à la maison parce qu'on est dans un univers où on est comme chez nous, à la campagne, et c'est très sympathique et surtout que les gens s'y retrouvent et on retrouve nos fidèles clients et c'est super important et tout le monde y gagne. Si vous aussi vous voulez profiter de la 50aine d'animations et des 160 stands de producteurs et éleveurs, n'hésitez pas, l'entrée est gratuite pour tous. Jusqu'à ce dimanche 26 mai, plus de 250 véhicules neufs et d'occasion attendent les visiteurs à la halle de Martigues. Camping-cars les plus confortables, vannes les plus petits et fourgons aménagés équipés plus basiquement. Ce qui motive Georges, habitant de l'Estac, pour changer de catégorie, c'est... Maintenant qu'on est à la retraite, il faut profiter, quoi. Et c'est pour ça qu'on veut passer une taille au-dessus où on peut être debout et avoir tout le confort comme à la maison, quoi. Venu de Malmort, Gilles voudrait un van plus confortable, mais... Il faut compter dans le neuf dans 60 000 € en moyenne, quoi. Donc c'est quand même un gros budget. C'est pour ça qu'on prend le temps de se renseigner, de bien regarder toutes les options proposées, les aménagements. Mais c'est vrai que ça reste quand même un gros budget pour avoir un joli rêve. Pour une motorisation électrique, il faudra être encore un peu patient, comme l'explique Guillaume Delpé, vendeur de la concession Tout pour le loisir des Pennes Mirabeau. Effectivement, on a un petit problème d'électricité sur tous les camping-cars, puisqu'en fait c'est le bien rare du camping-cariste. Donc forcément, dédier de l'électricité à la batterie qui entraîne le véhicule, ça nous paraît encore un petit peu tôt. Voilà, donc il y aura peut-être quelques marques qui vont se mettre sur ce genre de produit, mais à aujourd'hui, vous n'en trouverez pas sur ce salon. Arrivant de la Bouilladisse, Carole se laissera peut-être convaincre par son mari pour l'achat de leur tout premier camping-car. Là, franchement, celui-là, j'aime beaucoup. Ouais, il est grand, il est spacieux, il est... Bon, je commence à peine, c'est le début, donc je ne sais pas encore ce que je vais voir, mais là, je peux me laisser tenter. Une salle de bain immense, on ne se croirait pas dans un camping-car. Et elle ne sera peut-être pas la seule, car près de 4000 visiteurs sont attendus pour le salon du camping-car à la halle de Martigues. Les Marseillais et les touristes vont pouvoir ajouter un nouveau lieu à visiter. Les jardins du Fort Saint-Nicolas sont désormais ouverts à tous. La première pierre d'un chantier qui a pour objectif de rendre ce fort visitable pour tout le monde. On écoute Pâquerette Desmottes-Ménard, directrice d'association porteuse du projet. Aujourd'hui est un grand jour pour le Fort Saint-Nicolas, la citadelle de Marseille, parce que c'est le premier week-end où on ouvre les jardins au public en accès libre. Et donc c'est un aboutissement extraordinaire de plus de 20 ans de chantiers de restauration au travers des chantiers de formation et d'insertion professionnelle menés par Actavista. Et c'est la première grande étape de l'ouverture de ce site.
Les travaux pour restaurer le fort dans sa totalité dureront une quinzaine d'années. Organisation de soirées, ouverture du bureau et parc public, la citadelle va devenir un vrai lieu de vie qui va ravir les Marseillais qui pour l'instant se contenteront des jardins et des concerts ou événements prévus cet été. Je trouve vraiment magnifique, il offre une vue qu'on ne connaissait pas. On connaît les vues qu'on peut avoir depuis l'autre côté du port, celle-ci est vraiment nouvelle. C'est une trop bonne idée de pouvoir se réunir ici en plein centre-ville avec tout à proximité, les pieds dans l'herbe. On reviendra pour faire les visites guidées parce que ça a l'air très chouette, donc effectivement, déjà rien que l'extérieur, on a une super vue. Il est très beau, il domine Marseille, il domine le port, de l'autre côté on voit Notre-Dame de la Garde, on ne peut qu'apprécier, d'autant plus qu'on est marseillaise et qu'on tient, qu'on aime notre ville, alors on ne va pas dire le contraire. Le fort sera ouvert uniquement les week-ends en mai, mais à partir du 5 juin, vous pourrez le visiter du mercredi au dimanche de 12h à 22h. Du cimetière de la Treille où l'écrivain repose jusqu'à la Bastide Neuve où il a séjourné pendant ses vacances, les visiteurs ont pu suivre les traces de Marcel Pagnol, des sites célèbres tels que le Cigallon ou moins connus comme le Cercle. C'est une véritable immersion dans le passé pour la guide Cindy Despons. C'est l'occasion, même aux plus jeunes, de faire connaître cet auteur qui, pour nous, a vraiment été un emblème de la culture provençale. C'est là qu'on voit que toutes les générations, finalement, peuvent se retrouver dans ses écrits, dans ses films. Surprise, pendant la balade, le petit-fils du dramaturge Nicolas Pagnol a partagé une anecdote. Lorsque Marcel arrive dans la gloire de mon père, il dit « Cette petite forêt, je l'avais vue 100 fois en rêve et je m'élançais et je sautais de bonheur. » Voilà, c'est ici. Là où il jouait avec le petit Paul, où il mettait, lui-même le dit... Mission accomplie, la visite a remporté un vif succès. Et c'était une visite en famille, voilà, donc on le montrer au petit, et lui montrer Marcel Pagnol, et puis voilà, se replonger un petit peu dans cet univers qui est vraiment l'univers provençal. On retrace l'enfance, le parcours de l'enfance de Marcel Pagnol. C'était très sympathique, une ambiance familiale avec une guide qui savait de quoi elle parlait, donc c'était très intéressant. Découverte, mais aussi souvenir de ses proches, comme son amie d'enfance surnommée Lily Desbellons dans ses écrits. Une occasion aussi pour en savoir plus sur ce village qui a connu peu de changements depuis toutes ces décennies. Au départ, c'est l'idée de deux jeunes créateurs de jeux dans l'univers du tourisme d'affaires. À l'arrivée, My Explore Bag, application téléchargeable gratuitement, servira de boussole et de quiz pour un jeu de piste incluant orientation, observation et énigmes. Une façon ludique de redécouvrir sa ville pour Didier Serboni, le directeur de l'Office de tourisme et des loisirs de Martigues. Ce que vous voyez de manière un peu banale habituellement, essayer de trouver des indices, trouver des énigmes, etc. Et donc c'est un autre regard qu'on porte sur sa propre ville. Et ça, c'est un positionnement qui nous intéresse beaucoup. Il faut que les Martégots soient les premiers visiteurs de leur propre ville, avec un intérêt ludique, familial. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça qu'on s'est engagé dans cette action. Le sac coûte 20 € à partager dans une équipe de 3 à 5 joueurs. Il donne accès à un QR code qui ouvre le parcours. Une nouvelle forme de géocaching pour Adrien Salin, cofondateur de My Explore Bag. C'est une nouvelle forme de géocaching qui va pour le coup être pas 100% digital, mais on va justement essayer de mettre des accessoires entre les mains des aventuriers pour répartir les rôles au sein du groupe et sortir un maximum la tête de l'écran. C'est redécouvrir avant tout en fait le lieu, puisque c'est une activité qui s'adresse également et surtout en fait aux locaux. Et on va redécouvrir le lieu d'une autre manière, de manière ludique, fun, et on repart avec quelques petits accessoires du sac à dos, mais j'en dis pas plus. Donc ici on est sur Martigues, on a les 4 points d'entrée à réaliser. On a préparé un défi d'observation pour les joueurs, pour les faire bouger, leur faire poser les yeux sur des endroits où ils ne seraient pas allés forcément. Et on leur fait en fait découvrir une cigale qui se trouve tout en haut de la façade du bâtiment. C'est une charpente sculptée qui fait partie intégrante de la façade. Dans le jeu, quand on parle de cette cigale, on voit que les joueurs ne la trouvent pas tout de suite, il faut vraiment chercher. Donc il y a plein de gens qui passent devant sans vraiment poser les yeux dessus. Martigues, Istres, Miramas-le-Vieux et Salon sont les 4 villes de l'Odyssée en Provence à découvrir ou redécouvrir avec le jeu My Explore Bag. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé et c'était assez grand, je pensais pas que ça allait être aussi grand. On a pu voir la Ligue des Champions, on a pu s'asseoir sur les sièges, on a pu aussi voir les vestiaires. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? La Ligue des Champions. Le stade Vélodrome, c'est immense et
Et du coup, être un peu seul, ça fait du bien aussi. On a vu des maillots de joueurs, donc c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette visite? C'est très bien. Qu'est-ce que tu as préféré? Tout. Il y a quelque chose que tu veux rajouter? Allez l'OM! Pour que ce stade, il nous appartient à tous. C'est le stade des Marseillaises et des Marseillais. Moi, quand j'avais leur âge, j'avais la chance de venir au stade. Mon père m'amenait ici, je voyais les matchs. Comme eux, j'étais fou de foot, fou de l'OM. Le stade Vélodrome, ça fait partie du patrimoine des Marseillaises et des Marseillais. C'est un monument qui est quasiment un monument historique. C'est un monument populaire. Et on se souvient tous de moments passés au stade Vélodrome. Je vous le disais tout à l'heure, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents venaient dans le stade. Alors il a changé d'année en année, de décennie en décennie. Le stade s'est transformé, mais il reste un lieu extraordinaire. Un lieu qui leur appartient. Et eux, après nous, auront peut-être certains la gestion du stade. C'est dans notre patrimoine. Il ne veut pas y croire. Sur le banc, l'emblématique joueur des Bayers, désormais assistant coach, regarde son équipe réaliser une performance de haute voltige. Le Fos Provence Basket s'est fait peur, mais il se maintient en Pro B. À 3 minutes de la fin, je me voyais en enfer déjà. Je peux même pas vous dire ce que je ressens, c'est à peu près au même niveau que la première montée. Je voyais un château de sable qui s'effondrait et au final, il n'y a que le sport qui peut nous procurer ce genre d'émotion. Là, je suis vidé là. Incroyable. La délivrance pour le public et pour tout un club, à commencer par le président. L'ascenseur émotionnel était terrible. Ça s'est bien terminé. On est content pour tous ceux qui ont travaillé pour ces 3 matchs à guichet fermé. Merci au public. Et Fos Provence Basket reste en LNB et pour longtemps. Après une saison très difficile, rythmée par les blessures et les défaites, les jaunes et noirs assurent leur place dans l'élite du basket français. Ils peuvent se féliciter de l'exploit. Mais c'est quoi la réaction à chaud là? Regarde, on est content, hein. On est refait, on a galéré toute l'année. Pour un dernier match, c'était la finale, on l'a fait. Ça y est, là, on peut respirer maintenant. Repos, vacances, on se revoit en août. Des vacances, Rémi Jutal, l'entraîneur de cette équipe, en a lui aussi désormais bien besoin, après avoir vécu toutes ces émotions. To be honest, I have the same emotion when I moved up the first time. Maybe more. Maybe more. Maybe more. So thanks again. Even if I got white hair and thanks again. Thanks. Enjoy and get drunk! Flamme olympique qui arrive à Marseille cet après-midi. Vous êtes les bienvenus si vous venez à peine de nous rejoindre dans la voiture, sur l'appli, sur le site maritima.fr, sur les réseaux sociaux également. On vous fait vivre cet événement. Ça y est, on y est, c'est le moment. On y a mis tout notre cœur et toutes nos compétences. Bon, on se dit que c'est magique, on se dit qu'on a bien fait de travailler dur, d'insister. C'était déjà une magnifique parade populaire puisqu'on a vu des centaines de bateaux autour de l'arrivée de ce Belém. Ça nous a donné des frissons de voir autant d'engouement et surtout autant de sourires. Le sport a ce pouvoir de rassembler, de faire vivre des émotions très fortes. Il va laisser une trace très forte dans l'inconscient, dans nos mémoires collectives. On se souviendra de ces Jeux de Paris 2024. Il n'y a pas mieux que Marseille, c'est ça, c'est ce que les Jeux viennent dire. Vous êtes une terre d'unité,
d'égalité, vous êtes une terre de rassemblement, vous êtes une terre d'inclusion, et on reconnaît ça en arrivant chez vous. Il y a une vraie montée en pression, il y a une vraie montée en émotion, et ça c'est extraordinaire. Ça va être vu dans le monde entier. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir vivre ce moment avec vous tous ici. Le parvis de l'hôtel de ville s'active depuis 10 heures et les premiers spectateurs sont en place. Annie a 83 ans, elle est déjà assise pour voir la flamme qui doit arriver dans un peu plus de 5 heures. Et là, je suis présente. Là, c'est avec joie et bonheur, en espérant que tout se passe bien. Et c'est quoi que vous attendez le plus dans cette journée comme animation ? La flamme. C'est la flamme qui arrive avec tous ces sportifs, cette belle jeunesse. Vous croyez que c'est pas beau ça ? C'est très joli qu'on garde ça. Voilà, ils ont un point technique, ils peuvent pas s'engager. Après l'annulation du passage de la patrouille de France tant attendu, il a fallu attendre 14 heures pour que la liesse populaire prenne forme. Un immense cortège de 70 associations sportives s'était lancé sur le pourtour de l'étang de l'Olivier. Une très belle mise à l'honneur pour les clubs. On est ravis de pouvoir être mis en avant pour cette journée historique, pour la venue de la flamme olympique, et très fiers de représenter Istres Sport Tennis en défilant avec l'ensemble des associations aujourd'hui. Et on a vu, il y a eu beaucoup de sourires sur tous les visages aujourd'hui. C'était aussi ça, cette journée, rendre tout le monde heureux. Exactement, rendre tout le monde heureux, les enfants, les parents et l'ensemble des personnes qui sont venues ici. En tout, ce sont 15 000 spectateurs qui sont présents dans les rues d'Istres pour voir la flamme effectuer un relais de 3,4 km. Un moment merveilleux pour tous. Super journée, très bien, ça met Istres en valeur, ça met la volonté d'avoir les Jeux Olympiques dans notre pays des Bouches-du-Rhône. Écoutez, c'est une journée formidable pour moi, c'est vraiment le top du top des athlètes, de tous ces gens qui se donnent à fond pour le sport. Vive la flamme! C'est bien de voir tous ces gens là qui sont contents, heureux autour du sport, et tous les messages de paix qu'on voit, c'est vraiment intéressant même pour les enfants, on s'est régalé. C'était génial, et la chaise volante c'était joli, et la flamme. C'est quoi qui t'a le plus marqué? La flamme, quand ils ont passé la flamme et l'écran rond. Donc voilà, c'était un très beau concert avec un public de rêve, des gens qui me suivent depuis le début de l'aventure et qui ont été tellement fédérateurs qu'ils ont convaincu les gens autour d'eux, ces femmes qui ont aujourd'hui 40 ans, 45 ans et qui étaient là depuis le début et qui viennent avec leur fille ou leur fils de 15, 20 ans, 25 ans. Tous ces mains que je serre quand je passe dans les allées, ces témoignages d'affection, d'amour, de tendresse, besoin de se serrer, besoin d'être ensemble, et besoin de continuer à raconter cette histoire magnifique qui s'est jamais arrêtée, et on n'a jamais perdu le fil, quoi. Je pense que je suis extrêmement privilégié. Ce concert, c'est la synthèse de 3 ou 4 concerts que j'ai fait, c'est une synthèse de quasiment toute l'histoire. Et c'était pas pensé comme ça au départ.
ça s'est imposé en fait. Génial, comme d'habitude, on a l'habitude de le suivre depuis 40 ans à ses débuts et chaque fois on revient, on se régale. C'est un plaisir, c'est magique. Chaque fois qu'il fait un spectacle, on y va plusieurs fois. Oui. Et on est au fan club, je veux dire, je pense qu'il y a des têtes qui doivent reconnaître à force de plusieurs années comme ça. Voilà. Et la plus belle des chansons là sur Théo de chant? Moi, ça reste Casser la voix. Ah oui ouais, moi, Casser la voix. Moi, je te le dis quand même. Stand-up. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que chaque spectacle, on dit c'est le plus beau, mais en fait, on ressort. Ça monte d'un cran chaque fois. Ça monte d'un cran, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que vous êtes? Tout. Mais toujours aussi. Toujours aussi magique? Toujours, voilà, égal à lui-même, une ambiance dans la salle très bien. C'est un super concert avec plein de chansons fortes, plein de messages, voilà, de clin d'œil sur des mouvements de l'actualité. Voilà. Très très émouvant et belle surprise, beau concert. C'était différent des autres concerts, c'était super. Je l'ai découvert très jeune parce que ma meilleure amie me mettait une tête comme ça. Et en fait, elle m'a fait tellement écouter ses chansons que du coup, on est devenus accro nous aussi. On n'oubliera jamais cette